Je suis parti en week-end et j'ai laissé un double des clés à ma mère en cas d'urgence. Quand je suis rentré, tout avait changé dans chaque pièce. Elle avait fouillé mon placard, mon bureau, ma table de chevet. Elle avait laissé un mot qui disait « De rien, mon cœur ». Je suis monté dans ma voiture et j'ai foncé directement chez elle. Elle ne se doutait absolument pas de ce qui l'attendait. Je m'appelle Thibaut. J'ai 29 ans. Et jusqu'à il y a environ 3 semaines, je croyais sincèrement que la chose la plus intrusive que ma mère ait jamais faite était de lire mon journal intime quand j'avais 14 ans. Elle avait découvert que j'avais le béguin pour une fille nommée Marion dans mon cours de mathématiques et elle en a parlé au repas familial des fêtes de fin d'année devant 11 membres de ma famille. Je pensais que c'était le summum. Je pensais que c'était le plafond de jusqu'où cette femme pouvait aller. J'avais tellement tort. Laissez-moi vous donner un peu de contexte car cette histoire n'a de sens que si vous comprenez le genre de femme qu'est ma mère. Elle s'appelle Béatrice. Elle a 58 ans et n'a jamais rencontré une limite qu'elle ne considérait pas comme un défi personnel. En grandissant, je n'avais pas de verrou sur la porte de ma chambre car elle avait demandé à mon père de l'enlever quand j'avais 12 ans. Son raisonnement était que les portes verrouillées engendrent des secrets et que les secrets engendrent le péché. Nous n'étions même pas particulièrement religieux. Elle aimait simplement le contrôle habillé de ses vêtements du dimanche. Mon père, Roland, était le genre d'homme qui choisissait ses batailles, et sa stratégie était de n'en choisir aucune. Il aimait ma mère. Je sais qu'il l'aimait. Mais il fonctionnait aussi selon la philosophie qu'être d'accord avec Béatrice était plus facile que de la contredire. Et honnêtement, il n'avait pas tort. Contredire ma mère, c'était comme essayer de se disputer avec la météo. Vous pouviez hurler sur la tempête autant que vous vouliez, vous alliez quand même finir mouillé. J'ai une sœur, mon aînée Aurore, qui a 32 ans et qui a réussi à échapper à la plupart des comportements de ma mère en déménageant à Bordeaux juste après l'université. Aurore a compris très tôt que la distance était la seule véritable défense contre Béatrice. Elle appelle pour les fêtes, envoie des cadeaux et limite ses visites à environ 48 heures maximum. Elle maîtrise cela à la perfection. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Je suis resté dans le coin. Je suis allé à l'université locale, puis j'ai été transféré à une université plus importante, j'ai obtenu un diplôme en informatique et j'ai décroché un bon poste dans une entreprise de logistique à environ 20 minutes de là où j'ai grandi. J'ai acheté une maison mitoyenne il y a environ 2 ans. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais un espace qui était vraiment le mien. Personne d'autre sur le bail. Pas de colocataire mangeant mes restes. Pas de mère réorganisant mon étagère à épices parce qu'elle avait décidé que l'ordre alphabétique était supérieur à la fréquence d'utilisation. Cette maison était mon sanctuaire. Je l'ai décorée comme je le voulais. J'avais un coin lecture avec un grand fauteuil moche que j'adorais précisément parce que ma mère le détesterait. J'avais installé mon bureau dans la deuxième chambre comme bureau à domicile, avec mes écrans disposés exactement comme je les aimais, mes livres de référence empilés selon un système qui avait du sens pour moi et un tiroir où je gardais des documents personnels. De vieilles lettres et certaines choses qui étaient juste à moi, privées, qui ne regardaient personne d'autre. Maintenant, voici où l'histoire commence. Il y a environ un mois, mon ami Bastien m'a invité à un week-end de pêche. Sa famille a un chalet à environ 4 heures au nord, juste au bord d'un lac qui ressemble à une image d'économiseur d'écran. Bastien, moi-même et 2 autres gars du travail, Gaël et Émeric, allions passer du vendredi soir au dimanche après-midi à ne rien faire de productif. Pêcher, faire des grillades, jouer aux cartes et prétendre que nous étions de robustes hommes des bois alors qu'en réalité nous avions tous emporté des médicaments contre les allergies et des chargeurs de téléphone. Le seul problème était mon chat, Pompon. Oui, il s'appelle Pompon. C'est un chat tigré roux qui pèse environ 7 kilos et a la personnalité d'un propriétaire grincheux. J'avais besoin de quelqu'un pour passer le samedi après-midi pour le nourrir et vérifier son eau. Ma voisine le fait habituellement, mais elle rendait visite à sa fille ce week-end-là. Alors, j'ai demandé à ma mère. Je sais. Je sais ce que vous pensez. Mais voilà. Elle l'avait déjà fait. Elle était passée, avait nourri le chat, peut-être lavé un plat ou 2, et était repartie. C'était une simple demande. Passe, nourris Pompon, assure-toi qu'il n'a rien fait tomber du comptoir et part. C'est tout. Je l'ai même écrit sur un pense-bête que j'ai mis sur le frigo. Nourrir Pompon. Vérifier l'eau. C'est tout. Je t'aime. Merci.
Je lui ai donné mon double de clé le jeudi soir. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit de m'amuser et a promis qu'elle prendrait bien soin de tout. Ces mots auraient dû être mon premier signal d'alarme. Prendre bien soin de tout. Pas prendre bien soin de Pompon. Tout. Le voyage était super. Bastien a attrapé une perche vraiment impressionnante. Gaël est tombé du quai 2 fois. Émeric a brûlé les hamburgers, mais a juré que c'était intentionnel. Il a appelé ça le style bien grillé. J'ai passé la plupart du samedi après-midi assis sur une chaise de jardin, les pieds dans l'eau, à lire un livre et à penser à quel point c'était agréable d'exister sans que personne n'attende quoi que ce soit de moi. Si j'avais su ce qui m'attendait à la maison, je serais probablement resté à ce lac pour toujours. Je suis rentré en voiture le dimanche après-midi, me sentant détendu pour la première fois depuis des mois. Je me suis garé dans mon allée, j'ai pris mon sac dans le coffre et je me suis dirigé vers ma porte d'entrée. La première chose que j'ai remarqué, c'est que mon paillasson était différent. J'en avais un noir uni. Celui-ci était beige avec de petits tournesols dessus. Je suis resté là une seconde, le fixant comme si c'était une énigme. Puis j'ai ouvert la porte. L'odeur m'a frappé en premier. Lavande. Une odeur de lavande écrasante, agressive, comme si quelqu'un avait vidé un magasin de bougies entier dans mon salon. Je suis entré et je me suis arrêté net. Mon canapé avait des coussins décoratifs. Je ne possédais pas de coussins décoratifs. Il y avait de nouveaux rideaux à mes fenêtres, de couleur crème avec un subtil motif floral. Mes anciens rideaux, les gris foncés que j'avais spécifiquement choisis parce qu'ils bloquaient la lumière pour les soirées cinéma, avaient disparu. Il y avait un bol décoratif sur ma table basse rempli de ces petites boules de fleurs séchées qui ne servent absolument à rien. Je suis allé dans la cuisine. Mon étagère à épices avait été réorganisée, par ordre alphabétique. Mon frigo avait été nettoyé et rempli de choses que je n'achète pas, comme du chou frisé et une sorte d'eau pétillante de luxe. Il y avait de nouveaux torchons suspendus à la poignée du four avec des coques dessus. Des coques. Je suis allé dans ma chambre. De nouveaux draps, pas seulement faits, mais remplacés. Mes draps bleus foncés que j'aimais avaient disparu. À leur place se trouvait une parure vert sauge avec un nombre de fils qui coûtait probablement plus cher que ma facture d'électricité. Le tiroir de ma table de chevet avait été réorganisé. Mon placard avait été trié. Les vêtements que je n'avais pas portés depuis un moment étaient pliés dans un sac près de la porte, apparemment prêts à être donnés sans ma permission. Mon bureau à domicile était le pire. Mon bureau avait été complètement réaménagé. La disposition de mes moniteurs était différente. Mes livres de référence étaient en rangée nette sur l'étagère au lieu d'être empilés comme je les utilisais. Et le tiroir privé où je gardais des lettres personnelles, de vieilles photographies, mon journal et quelques autres choses qui ne regardaient personne, avait été ouvert, fouillé et organisé en dossiers étiquetés. Elle avait étiqueté mes documents privés avec une étiqueteuse. Je suis resté là dans mon bureau, le cœur battant, les mains tremblantes, et c'est là que je l'ai vu. Un mot sur le comptoir de la cuisine, écrit de la parfaite écriture de ma mère sur un morceau de papier à lettres avec de petites marguerites sur le bord. Il disait, de rien, mon cœur. Cet endroit avait besoin d'une touche féminine. Amour, maman. J'ai lu ce mot 3 fois. Puis j'ai pris mes clés, j'ai franchi la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé directement jusqu'à sa maison. Elle ne se doutait absolument pas de ce qui l'attendait. Je suis entré dans l'allée de mes parents en roulant peut-être à 10 km/h au-dessus de la limite de vitesse tout le long du trajet, ce qui pour moi est l'équivalent d'une course-poursuite à grande vitesse. Je ne suis pas une personne conflictuelle par nature. Je suis le type qui dit pas de soucis quand un serveur apporte la mauvaise commande. J'ai une fois laissé un collègue s'attribuer le mérite de ma présentation parce que le corriger me semblait gênant. Mais le fait d'entrer dans ma propre maison et de la trouver transformée en catalogue de décoration sans mon consentement a déclenché en moi un interrupteur dont j'ignorais l'existence. Ma mère a ouvert la porte avec un grand sourire. Elle portait un tablier, bien sûr qu'elle en portait un. Elle m'a regardé comme si j'étais une livraison qu'elle attendait. Thibaut. Chérie, tu es rentré tôt. Comment s'est passé le voyage? Tu as attrapé quelque chose? Entre. Je viens de faire une tarte au citron. Maman, qu'as-tu fait à ma maison? Son sourire n'a pas vacillé. Pas même un peu. Elle s'est essuyée les mains sur son tablier et a penché la tête comme si je lui avais posé une question déroutante.
Comment ça? J'ai rafraîchi un peu les choses. Cet endroit avait l'air un peu triste. Mon cœur, un jeune homme vivant seul. Il est facile de laisser les choses se dégrader. Je voulais juste aider. Tu as remplacé mes rideaux. Ces vieux rideaux sombres, chérie, ils faisaient ressembler ton salon à une grotte. Les nouveaux laissent entrer la lumière naturelle. C'est tellement plus sain. Tu as fouillé ma table de chevet. Je l'ai organisée. Tu avais des reçus d'il y a 2 ans mélangés à des documents importants. Ce n'est pas une façon de vivre. Tu as fouillé mon placard et mis mes vêtements dans des sacs. Des choses que tu n'as pas portées depuis plus d'1 an. Il y a des gens qui pourraient en avoir besoin, Thibaut. C'est égoïste de s'accrocher à des choses dont on n'a pas besoin. Chaque réponse était livrée avec ce ton calme et patient, comme si elle expliquait quelque chose de simple à un enfant qui ne comprenait pas bien. Et c'était ça, le truc avec ma mère. Elle ne se voyait jamais comme la méchante. Dans son esprit, elle était l'héroïne de chaque histoire. Elle était celle qui réparait, celle qui améliorait, celle qui voyait ce qui devait être fait et le faisait parce que personne d'autre ne le ferait. Le fait que personne ne lui ait demandé de le faire était sans importance. Le fait que ce n'était pas son espace était un détail technique. Maman, tu as étiqueté mes documents personnels avec une étiqueteuse. Et maintenant tu peux tout trouver. De rien. Je ne t'ai rien demandé de tout ça. Je t'ai demandé de nourrir le chat. Elle a ri. A vraiment ri. Oh Thibaut, j'ai nourri le chat. Pompon va bien. Il est un peu potelé, d'ailleurs. Tu devrais peut-être envisager une nourriture diététique. Mais pendant que j'étais là, je ne pouvais pas ignorer l'état des choses. Une mère remarque ces choses. Je me tenais dans sa cuisine, agrippant le dossier d'une chaise, essayant de trouver les mots qui la feraient comprendre. Mais j'essayais de trouver ces mots depuis 29 ans, et ils n'existaient pas. Parce que le problème n'était pas la communication. Le problème était que ma mère ne croyait fondamentalement pas que j'avais le droit à une vie qu'elle n'avait pas approuvée. Mon père est entré du garage, a vu mon visage et a immédiatement eu l'air de vouloir repartir. Typique de Roland. Salut, fiston. Bon voyage? Papa, savais-tu que maman a redécoré toute ma maison pendant mon absence? Il a jeté un coup d'œil à ma mère. Elle lui a lancé un regard. Le regard. Celui qui disait, choisis tes prochains mots très soigneusement. Elle a mentionné qu'elle allait ranger un peu, dit-il prudemment. Un peu? Elle a remplacé mes draps. Papa, elle a réorganisé mon bureau. Elle a fouillé un tiroir où je garde des lettres privées et des choses personnelles, et elle les a mises dans des dossiers étiquetés. Mon père a déplacé son poids d'un pied à l'autre. Eh bien, elle essayait juste d'aider. Personne n'a demandé d'aide. Ma mère a coupé court. Thibaut, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. La plupart des enfants seraient reconnaissants. Sais-tu combien d'heures j'ai passé dans cette maison? J'ai récuré ta salle de bain à 4 pattes. J'ai fait 3 magasins différents pour trouver des rideaux assortis à ta moquette. J'ai dépensé mon propre argent pour faire de ta maison un endroit où vit un adulte respectable. Et tu arrives ici avec cette attitude. Et voilà. Le pivot. La chose qu'elle faisait toujours. Elle franchissait une ligne et quand on le lui reprochait, elle retournait la situation pour que vous passiez pour l'ingrat, le difficile, celui qui causait des problèmes. Elle transformait son invasion en sacrifice et vous faisait sentir comme un monstre de ne pas l'apprécier. Je lui ai posé la question que j'aurais dû poser il y a des années. Maman, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi ne peux-tu pas simplement respecter que je suis un adulte avec mon propre espace et ma propre vie? Pourquoi tout ce que j'ai doit-il porter tes empreintes? Elle m'a fixé pendant une longue seconde et, juste un instant, j'ai cru voir quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la culpabilité exactement, mais de la surprise. Comme si la question elle-même était quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. Puis elle s'est reprise. Parce que je suis ta mère, Thibaut. Voilà pourquoi. Et je saurai toujours ce qui est le mieux pour toi, que tu l'apprécies ou non. J'ai regardé mon père. Il étudiait le carrelage du sol comme s'il contenait les secrets de l'univers. Aucune aide de ce côté-là. Jamais aucune aide de ce côté-là. Je veux récupérer ma clé, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. L'expression de ma mère a changé. La routine de la mère patiente et souffrante a disparu,
et ce qui l'a remplacé était quelque chose de plus froid. Quelque chose que j'avais déjà vu, mais jamais dirigé vers moi avec cette intensité. Pardon? Le double de clé. Je le veux maintenant. Thibaut, je suis ta mère. Je devrais toujours avoir une clé de ta maison. Et s'il y a une urgence? Alors j'appellerai un serrurier. Elle s'est tournée vers mon père. Roland, tu entends ça? Mon père m'a regardé avec une expression mi-compatissante, s'il te plaît ne m'implique pas, fiston. Peut-être que tu exagères un peu. Elle voulait bien faire. Papa, elle a fouillé mon tiroir privé. Elle a lu des choses qui n'étaient pas pour elle. Elle a jeté mes rideaux. Elle a réorganisé toute ma vie sans demander. Ce n'est pas vouloir bien faire. Ce n'est pas me respecter. Les yeux de ma mère étaient humides maintenant. Pas des larmes de tristesse, des larmes stratégiques. Elle les déployait depuis que j'étais assez grand pour m'en rendre compte, et j'en avais fini de tomber dans le panneau. Après tout ce que j'ai fait pour toi, a-t-elle murmuré. Après toutes ces années de sacrifice et d'amour, tu veux me retirer ma clé. Tu veux me fermer la porte de ta vie. Je veux te fermer la porte de ma maison. Il y a une différence. Et le fait que tu ne vois pas cette différence est exactement le problème. Elle ne m'a pas donné la clé. Elle m'a dit que j'étais cruel, que je le regretterais, et qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais ce que ça faisait d'avoir un enfant qui vous traite comme un étranger. Mon père m'a raccompagné à la porte et m'a dit doucement, laisse-lui un peu de temps. Elle se calmera. Il a dit ça de la même manière qu'il avait tout dit toute ma vie. Comme un homme lisant un script qu'il n'a pas écrit. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé un serrurier ce soir-là et j'ai fait changer toutes les serrures le lundi matin. Ça m'a coûté 260 € et c'était le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Mais voilà le truc avec ma mère. Elle n'accepte pas la défaite. Elle n'accepte pas les limites. Elle accepte les défis. Et ce que je pensais être la fin de la conversation s'est avéré être le début d'une campagne. Car au cours des 2 semaines suivantes, ma mère a lancé une offensive à grande échelle pour me punir d'avoir osé reprendre le contrôle de ma propre maison. Elle a appelé ma sœur, ma tante, ma grand-mère et 3 de mes cousins. Elle leur a raconté à tous sa version des faits, qui était un chef-d'œuvre de montage sélectif. Dans sa version, elle avait fait une chose magnifique et désintéressée pour son fils, et il avait répondu en lui hurlant dessus et en exigeant sa clé comme si elle était une sorte de criminel. Mon téléphone a commencé à vibrer. Ma tante Josiane m'a traité d'ingrat. Ma cousine Sandrine m'a envoyé un texto qui disait « Mec, ce ne sont que des rideaux. Excuse-toi auprès de ta mère. » Ma grand-mère a laissé un message vocal qui commençait par un soupir si lourd qu'il aurait pu être enregistré sur un sismographe. Et puis Aurore a appelé. Ma sœur, celle qui s'était échappée à Bordeaux. Elle m'a appelé un mercredi soir et la première chose qu'elle a dite a été « D'accord, dis-moi ce qui s'est réellement passé parce que la version de maman a l'air dingue, même pour elle. » Je lui ai tout raconté, chaque détail. Les rideaux, les draps, les dossiers étiquetés, le tiroir privé, le mot, tout. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. Puis Aurore a dit 5 mots qui ont tout changé. Thibaut, elle m'a fait ça aussi. Aurore m'a tout raconté. Quand elle avait 23 ans et vivait dans son premier appartement à Bordeaux, elle avait fait l'erreur de donner un double de clé à notre mère avant des vacances. Elle est revenue pour trouver sa cuisine réorganisée, le placard de sa chambre trié, et une boîte de vêtements inappropriés que Béatrice avait sortis de ses tiroirs et mis de côté pour être jetés. Inapproprié signifiant tout ce que Aurore possédait que notre mère considérait comme trop court, trop serré, ou trop quoi que ce soit. Mais c'était pire encore. Aurore avait un journal. Elle le tenait depuis l'université. Il était dans sa table de chevet, et quand elle est rentrée, il était sur son bureau, ouvert à une page où Aurore avait écrit sur une dispute avec nos parents. Béatrice n'a jamais mentionné directement l'avoir lu. Mais au cours des semaines suivantes, elle faisait de petits commentaires, des références pointues à des choses que Aurore n'avait jamais écrites, jamais dites à voix haute. Des sentiments privés, des frustrations privées lui étaient resservis sous forme de petites piques passives-agressives lors des appels téléphoniques. C'est pour ça que j'ai déménagé à Bordeaux, a dit Aurore. C'est pour ça que mes visites sont courtes. C'est pour ça que je ne lui ai plus jamais donné de clé. Et c'est pour ça que je te le dis maintenant, Thibaut, ne t'excuse pas. Ne cède pas d'un pouce, parce que si tu le fais, elle le refera.
Elle le refera toujours. Cette conversation a reconnecté quelque chose dans mon cerveau. Pendant des années, je me suis dit que ma mère était autoritaire mais bien intentionnée, qu'elle franchissait les limites parce qu'elle aimait trop, se souciait trop, ne pouvait pas s'en empêcher. Mais en entendant l'histoire d'Aurore, j'ai réalisé que ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Et la différence entre ces deux choses est que l'amour respecte l'autre personne. Le contrôle ne respecte que lui-même. Les 2 semaines suivantes ont été difficiles. La campagne de pression familiale était incessante. Ma tante Josiane a appelé 2 fois de plus. Mon cousin Romain, à qui je parlais à peine, m'a envoyé un message sur le réseau social qui était clairement dicté par ma mère car il utilisait des phrases que Romain n'a jamais utilisées de sa vie, comme liens familiaux et sacrifices maternels. Ma grand-mère m'a envoyé une carte par la poste, une vraie carte. Elle avait une photo d'un coucher de soleil, et à l'intérieur il était écrit « La vie est trop courte pour les rancunes ». Elle avait souligné « trop courte » 2 fois. Ma mère m'appelait tous les 2 jours. Parfois elle pleurait. Parfois elle était en colère, parfois elle était douce, agissant comme si de rien n'était, m'invitant à dîner, me demandant si je voulais sa fameuse recette de rôti de bœuf. Chaque appel était une stratégie différente, comme si elle passait en revue un manuel de jeu. Et chaque fois que je tenais bon, elle raccrochait et dépêchait un autre membre de la famille. Ça m'a usé. Je ne vais pas prétendre le contraire. Il y a eu des nuits où j'étais assis sur mon canapé, qui avait encore ses coussins décoratifs parce que je n'avais pas eu l'énergie de m'en occuper. Et je me demandais si j'avais tort, si je faisais toute une histoire pour des rideaux, des draps et un bureau réorganisé, si peut-être je devrais juste m'excuser, la laisser avoir la victoire, et continuer ma vie. Mais ensuite, je regardais mon bureau. Mon bureau, toujours pas agencé comme je l'aimais. L'étagère où mes livres étaient alignés d'une manière qui avait l'air jolie mais n'avait aucun sens fonctionnel. Le tiroir où mes lettres privées se trouvaient maintenant dans des dossiers étiquetés qui disaient des choses comme correspondance et souvenirs personnels dans la police de l'étiqueteuse de ma mère. Et je me souvenais que ce n'était pas une question de rideau. C'était une question de savoir si j'avais le droit d'être une personne. J'ai commencé à remettre ma maison en ordre. Pas tout d'un coup, mais petit à petit. J'ai acheté de nouveaux rideaux, gris anthracite, encore plus sombres que les originaux. J'ai remis mes propres draps sur le lit, là où elle les avait fourrés dans une armoire à linge. J'ai apporté les coussins décoratifs à un centre de dons. J'ai passé un samedi après-midi entier à réorganiser mon bureau exactement comme je le voulais. Et quand j'ai eu fini, je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La propriété. C'était mon espace, pas le sien, le mien. J'ai aussi commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à voir une thérapeute. Elle s'appelait Valérie et elle était exactement le genre de personne directe et pragmatique dont j'avais besoin. Lors de notre première séance, je lui ai raconté toute l'histoire, et quand j'ai eu fini, elle m'a regardé et a dit « Thibaut, ce que vous décrivez n'est pas de l'autoritarisme. C'est un schéma de violation des limites qui a été normalisé dans votre famille pendant des décennies. Le fait que vous vous demandiez si vous avez le droit d'être en colère est en soi un symptôme du problème. » Ça m'a frappé comme un train de marchandises. Pas parce que c'était surprenant, mais parce que l'entendre de quelqu'un d'extérieur à ma famille l'a rendu réel d'une manière que ça n'avait jamais été auparavant. Valérie et moi avons commencé à nous voir chaque semaine. Nous avons parlé de limites, de culpabilité, de la différence entre honorer ses parents et être consumé par eux. Elle m'a appris quelque chose que je n'avais jamais appris. Que dire non à quelqu'un qu'on aime n'est pas une trahison. C'est une condition préalable à toute relation qui doit survivre. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu s'est produit au travail. Mon patron, un type nommé Serge, qui avait toujours été correct avec moi, m'a convoqué dans son bureau et m'a dit que l'entreprise créait un nouveau poste. Ils avaient besoin de quelqu'un pour diriger leur équipe de conformité en cybersécurité. C'était une promotion significative, plus de responsabilités, un meilleur titre, et une augmentation de salaire qui aurait fait s'évanouir mon moi de 22 ans. Serge a dit qu'il m'avait recommandé pour le poste, et l'entretien était le jeudi suivant. J'ai passé cette semaine à me préparer comme si ma vie en dépendait. J'ai lu tout ce que je pouvais sur les cadres de conformité, mis à jour mes certifications, pratiqué mes arguments avec Bastien, qui a joué le rôle de l'intervieweur avec l'enthousiasme d'un homme qui avait été choisi contre son gré. Gaël et Émeric m'ont interrogé pendant les pauses déjeuner. Ces gars,
les mêmes qui m'avaient vu m'effondrer au cours du dernier mois, ont été là pour moi d'une manière que ma propre famille n'aurait pu l'être. J'ai eu le poste. Quand Serge me l'a annoncé, je lui ai serré la main et j'ai gardé mon sang-froid jusqu'à ce que j'arrive à ma voiture, où je suis resté assis pendant environ 5 minutes juste à respirer. Pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de bien s'était produit qui n'avait rien à voir avec ma mère. Elle ne m'avait pas aidé à l'obtenir. Elle ne l'avait pas influencé. Elle n'était même pas au courant. C'était à moi. Complètement, entièrement à moi. Je l'ai dit à Aurore ce soir-là. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Puis elle a dit, ne le dis pas encore à maman. J'ai demandé pourquoi, et elle a répondu, parce qu'elle trouvera un moyen de le ramener à elle. Elle dira à tout le monde que c'est grâce à elle que tu réussis parce qu'elle t'a bien élevé, n'est-ce pas? Garde celle-ci pour toi, sans qu'elle y touche. Elle avait raison. Alors, je l'ai gardée pour moi. J'ai commencé mon nouveau rôle, je m'y suis investi, et j'ai tranquillement construit une vie qui se renforçait de jour en jour. Nouveau poste, nouvelle confiance, thérapie hebdomadaire, une maison qui me semblait enfin mienne à nouveau, et un chat qui avait accepté à contre-cœur les nouveaux rideaux. Ma mère continuait d'appeler. Je répondais parfois, restais bref, et changeais de sujet quand elle mentionnait la clé ou la maison. Elle attendait que je craque. Elle avait l'habitude de gagner par la persistance, en usant les gens jusqu'à ce qu'ils cèdent juste pour que ça s'arrête. Mais Valérie m'avait donné une phrase que je me répétais comme un mantra. Vous ne devez l'accès à votre vie à personne simplement parce qu'ils vous ont donné la vie. Un mois a passé. Puis quelque chose que je n'avais pas vu venir s'est produit. Mon père m'a appelé un samedi matin. Pas ma mère, mon père. Roland, l'homme qui n'avait pas initié un appel téléphonique avec moi depuis probablement 3 ans. Il avait l'air étrange, presque nerveux. Thibaut, je dois te dire quelque chose. Ta mère ne sait pas que j'appelle. Elle est à son club de lecture. Je me suis redressé sur le canapé. Pompon m'a regardé avec une vague inquiétude. Qu'est-ce qui se passe, papa? Elle prépare quelque chose pour ton anniversaire. Elle en a parlé à ta tante. Et je pense que tu dois savoir ce que c'est avant que ça n'arrive. Mon anniversaire était dans 3 semaines. J'allais avoir 30 ans, ce qui, apparemment, ma mère avait décidé était une étape qui nécessitait son implication directe, que je le veuille ou non. Mon père, parlant rapidement comme un homme qui savait qu'il avait une fenêtre de temps limitée avant que son courage ne s'épuise, a tout déballé. Béatrice avait prévu une fête d'anniversaire surprise chez moi. Pas chez elle, pas dans un restaurant, chez moi. Elle avait obtenu une copie de ma nouvelle clé par ma tante Josiane, qui avait apparemment un ami qui travaillait dans une quincaillerie et qui lui devait une faveur. Je ne comprends toujours pas complètement la logistique de cela, et franchement, je ne veux pas le savoir. Le fait est que ma mère avait obtenu une clé de ma maison à mon insu et sans mon consentement pour la 2e fois. Le plan était le suivant. Le jour de mon anniversaire, qui tombait un samedi, ma mère devait entrer chez moi pendant que j'étais censé être à déjeuner avec Bastien, qui était dans le coup. Elle décorerait, préparerait la nourriture, et inviterait environ 30 personnes, dont la plupart étaient ses amis, son club de lecture, ses voisins, et une poignée de mes parents. Quand je rentrerais, tout le monde crierait surprise et ma mère se tiendrait au centre de mon salon comme la matriarche généreuse et aimante qui avait tout organisé. Dans son esprit, cela arrangerait tout. Je serais si ému par le geste que je pardonnerais l'incident de la clé, la redécoration, tout. Elle récupérerait son récit. Papa, pourquoi tu me dis ça? Il y a eu une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Puis il a dit, parce que ce qu'elle a fait à ta maison était mal, Thibaut. Je sais que je ne l'ai pas dit à l'époque et je suis désolé. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai parlé à ta sœur. Cela m'a surpris. Tu as parlé à Aurore? Elle m'a appelé. M'a dit des choses que je ne savais pas. Des choses que ta mère a faites à son appartement il y a des années. Des choses avec son journal. Sa voix est devenue plus basse. Je n'étais pas au courant pour le journal. Papa, je sais. J'aurais dû demander. J'aurais dû faire plus attention. J'ai passé 34 ans à maintenir la paix. Et je commence à penser que la paix que je maintenais n'était pas du tout la paix. C'était juste du silence. C'était la chose la plus honnête que mon père m'ait jamais dite. Je ne savais pas quoi en faire.
Alors je suis juste resté assis là, tenant le téléphone, écoutant le silence entre nous, qui pour une fois ne semblait pas vide. Il semblait que quelque chose grandissait. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère contre lui, ce qui était presque vrai. Puis j'ai raccroché et j'ai appelé Aurore. Elle a obtenu une autre clé, ai-je dit. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle prépare une fête surprise chez moi. Bien sûr qu'elle le fait. Qu'est-ce que je fais? Aurore est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, tu ne l'arrêtes pas. Tu laisses faire, mais tu contrôles la fin. Nous avons parlé pendant 2 heures cette nuit-là. Au moment où nous avons raccroché, j'avais un plan. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas exactement. Il s'agissait de quelque chose de plus important que la vengeance. Il s'agissait de la vérité. Ma mère avait construit une version de la réalité où elle était la parente dévouée et j'étais le fils ingrat. Et elle avait vendu cette histoire à tout le monde dans notre famille. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas de la punir. J'avais besoin de montrer à tout le monde ce qui se passait réellement. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Bastien. Il avait été recruté par ma mère dans le cadre du plan surprise. On lui avait demandé de m'emmener déjeuner le jour de mon anniversaire pour me faire sortir de la maison. Bastien, que son cœur soit béni, avait accepté parce qu'il ne savait pas comment dire non à la mère de quelqu'un, mais il se sentait mal à l'aise. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, y compris la première intrusion et la situation de la clé, il était furieux. Mec, elle a obtenu une copie de ta clé par l'ami de ta tante. Ce n'est pas une fête d'anniversaire. C'est une intrusion. Bastien a immédiatement embarqué. Il m'emmènerait toujours déjeuner, mais nous reviendrions plus tôt. Plus précisément, nous reviendrions en plein milieu de l'installation, avant l'arrivée des invités, mais après que ma mère se soit pleinement engagée. C'était important. J'avais besoin qu'elle soit prise en flagrant délit, pas après coup quand elle pourrait arranger l'histoire. La deuxième chose que j'ai faite a été de parler à Valérie, ma thérapeute. Je lui ai parlé du plan, et elle m'a aidé à réfléchir à ce que je voulais réellement dire le moment venu. Pas une tirade, pas une explosion, quelque chose de clair, de calme, et d'impossible à écarter. Valérie a dit quelque chose qui m'est resté. La chose la plus puissante que vous puissiez faire dans une confrontation avec quelqu'un qui manipule par l'émotion est de ne pas être émotif. Énoncer des faits, poser des questions, laisser les faits faire le travail. La troisième chose que j'ai faite a été d'appeler ma tante Josiane. C'était stratégique. Je ne l'ai pas confrontée au sujet de la clé. Au lieu de cela, j'ai mentionné nonchalamment que je pensais installer une caméra de sécurité sur ma porte d'entrée. Une de ces sonnettes connectées qui enregistre tout. Je l'ai dit en passant, comme si ce n'était pas grave. Comme si je pensais juste à la sécurité de ma maison. Ce que je faisais en réalité, c'était de planter une graine. Parce que si ma tante mentionnait cela à ma mère, ce qu'elle ferait absolument car Josiane ne pouvait pas garder un secret si on lui soudait la bouche, alors ma mère saurait qu'elle pourrait être enregistrée en entrant dans ma maison. Et elle le ferait quand même parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, parce que dans son esprit, elle en avait tout à fait le droit. La quatrième chose que j'ai faite a été d'acheter la caméra. J'ai installé une sonnette vidéo et 2 caméras intérieures, une dans le salon et une dans le couloir. Je les ai toutes réglées pour enregistrer en continu et j'ai attendu. Les 2 semaines précédant mon anniversaire ont été étonnamment calmes. Ma mère a appelé quelques fois. Des appels normaux, sans pleurs, sans pression. Elle m'a demandé des nouvelles du travail. J'ai donné des réponses vagues. Elle m'a demandé si j'avais des projets pour mon anniversaire et j'ai dit que Bastien m'emmenait déjeuner. Elle a dit que ça avait l'air sympa, ce qui était sa façon d'être prudente pour ne rien révéler. Si je n'avais pas su ce qui se préparait, j'aurais pu penser qu'elle avait enfin lâché l'affaire. Aurore est arrivée de Bordeaux le jeudi avant mon anniversaire. Elle a dit à notre mère qu'elle venait rendre visite à une amie, ce qui était techniquement vrai car elle me rendait visite et je suis son amie. Elle est restée chez moi, a dormi dans la chambre d'amis, et a passé le jeudi et le vendredi à m'aider à me préparer. Nous n'avons rien préparé de physique. Nous avons préparé ce que nous allions dire. Aurore a rédigé sa propre déclaration. Les choses qu'elle n'avait jamais dites à notre mère sur l'appartement, le journal, les années de distance qui n'étaient pas dues au fait qu'elle était occupée, mais parce qu'elle se protégeait. Elle l'a répété à voix haute dans mon salon pendant que Pompon observait depuis le fauteuil avec l'expression d'un chat qui en avait trop vu. Le vendredi soir,
Aurore et moi nous sommes assis sur mon canapé et je lui ai demandé quelque chose auquel je pensais. Tu penses qu'elle changera un jour? Aurore m'a regardé. Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si elle changera. La question est de savoir si nous arrêtons de faire semblant que c'est normal. Mon père m'a envoyé un texto le samedi matin. Juste 3 mots. Elle se prépare. J'ai répondu. Je sais. Merci. Bastien est venu me chercher à 11h. Nous sommes allés dans un restaurant, avons commandé des crêpes, et avons parlé de tout sauf de ce qui allait se passer. À 12h30, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Ma sonnette vidéo avait détecté un mouvement. J'ai regardé l'écran et elle était là, ma mère, sur mon porche, utilisant une clé que je ne lui avais jamais donnée pour ouvrir ma porte d'entrée. Elle portait 2 sacs de décoration de fête et arborait le sourire d'une femme qui croyait faire quelque chose de merveilleux. J'ai montré l'écran à Bastien. Il a secoué la tête. « Tu es prêt ?» a-t-il demandé. « Allons-y. » Nous avons payé l'addition et sommes retournés chez moi. Aurore était garée au coin de la rue, attendant mon texto. Je l'ai envoyé à 12h45. Elle est à l'intérieur. Viens dans 5 minutes. Je me suis dirigé vers ma porte d'entrée, la porte que ma mère venait de franchir sans y être invitée pour la 2e fois en 2 mois. Et je l'ai ouverte. Mon salon ressemblait à un magasin d'articles de fête qui avait explosé. Il y avait des serpentins collés au plafond, une bannière qui disait joyeux 30e anniversaire, Thibaut en lettres argentées, et une table dressée près de la cuisine avec des assiettes, des serviettes, et un gâteau qui semblait coûter plus cher que ma première mensualité de voiture. Ma mère était au milieu de tout ça, arrangeant des fleurs sur ma table basse, en fredonnant. Elle a levé les yeux quand la porte s'est ouverte, et son visage est passé par environ 4 émotions en 2 secondes. La surprise, puis la confusion, puis la panique, puis un sourire forcé qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Thibaut, tu es en avance. Tu n'étais pas censé rentrer avant 13h30. » Bastien, que s'est-il passé? Bastien, debout derrière moi dans l'embrasure de la porte, n'a rien dit. Il s'est juste appuyé contre le cadre et a croisé les bras. « Maman, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Je t'organise une fête, mon cœur. » Surprise. Elle a tendu les bras, désignant les décorations comme si elle présentait un prix dans un jeu télévisé. Tout le monde arrive à 14h. Ta tante, ta grand-mère, mes amis du club de lecture, les voisins d'à côté. J'ai même eu la confirmation de ton ancien entraîneur de football. Comment es-tu entré? Elle a hésité. Juste une seconde. Ta tante Josiane avait une clé. Je n'ai jamais donné de clé à Josiane. Une autre hésitation. Eh bien, elle en a fait faire une pour les urgences. Maman, faire une clé à mon insu n'est pas un plan d'urgence. C'est une intrusion. Elle a ri. Ce même rire que la dernière fois. Celui, méprisant, conçu pour me faire sentir que j'étais ridicule. Intrusion. Thibaut, je suis ta mère. Je t'organise une fête d'anniversaire. Pourquoi agis-tu comme si j'avais commis un délit? Parce que tu es entré chez moi sans ma permission, encore, après que j'ai spécifiquement repris ma clé. Après que j'ai changé mes serrures, tu as contourné tout ça et tu es entré quand même. Pour une fête. Pour ton anniversaire. Parce que je t'aime. La porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Aurore est entrée et l'expression de ma mère a de nouveau changé. Elle ne s'attendait pas à Aurore. Elle n'avait pas prévu Aurore. Aurore, qu'est-ce que tu fais ici? Je rends visite à un ami. Aurore m'a regardé, puis s'est retournée vers notre mère. Thibaut m'a appelé après la dernière fois, maman. Et je lui ai dit quelque chose que j'aurais dû vous dire à tous les deux il y a longtemps. Le sang-froid de ma mère s'est légèrement fissuré. Lui dire quoi? Aurore a pris une grande inspiration. Que tu m'as fait la même chose. Mon premier appartement à Bordeaux. Tu es entré chez moi pendant que j'étais en vacances. Tu as fouillé mon placard, jeté des vêtements que tu n'approuvais pas, et tu as lu mon journal. Tu as lu mes pensées privées, maman. Et ensuite tu les as utilisées contre moi dans des conversations pendant des mois. Des petits commentaires, des petites piques, des choses que tu n'aurais pas pu savoir à moins d'avoir lu ce que j'avais écrit. Le visage de ma mère est devenu pâle.
Pour la première fois de ma vie peut-être, je l'ai vue sans réponse prête. Elle se tenait là, au milieu de ses serpentins et de ses fleurs, et elle n'avait rien à dire. C'est pour ça que j'ai déménagé à Bordeaux, a continué Aurore. Pas pour une opportunité de travail, pas parce que je voulais explorer le sud-ouest. J'ai déménagé parce que j'avais besoin d'être assez loin pour que tu ne puisses pas entrer dans ma vie quand ça te chantait. Et je te tiens à distance depuis 9 ans parce que je ne me suis jamais senti en sécurité en étant plus proche. Ma mère s'est tournée vers moi. Thibaut, c'est de ça qu'il s'agit? Toi et ta sœur qui vous liguez contre moi le jour de ton anniversaire? Non, maman. C'est moi et Aurore qui te disons la vérité. Quelque chose que personne dans cette famille n'a voulu faire parce que tout le monde a peur de ta réaction. Mais j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu y répondes vraiment. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser avoir nos propres vies? Pourquoi tout ce que nous avons doit-il être à toi? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé les décorations, le gâteau, la bannière avec mon nom dessus. Et pendant un instant, elle a semblé petite, pas de manière manipulatrice, vraiment petite, comme si la question avait atterri quelque part de réel. Puis la porte d'entrée s'est à nouveau ouverte. Mon père. Il était venu seul, et il est entré, l'air plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. Mais il est entré. Il s'est tenu à côté d'Aurore et de moi. Et pour la première fois en 30 ans, il ne s'est pas tenu à côté de Béatrice. Béatrice, dit-il. Sa voix tremblait. Elles ont raison. Et je sais qu'elles ont raison depuis longtemps. Je n'ai juste rien dit parce que je ne voulais pas de dispute. Mais ce n'était pas juste pour eux. Et ce n'était pas juste pour toi non plus, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité. Je te le dis maintenant. Ce que tu as fait à la maison de Thibaut était mal. Ce que tu as fait à l'appartement d'Aurore était mal. Et ça, entrer ici aujourd'hui avec une clé que tu n'étais pas censé avoir. C'est mal aussi. Ma mère a regardé mon père comme s'il avait une deuxième tête. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte. Roland, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai organisé une fête. Je faisais quelque chose de gentil. Tu faisais quelque chose que tu voulais faire, a dit doucement mon père. Il y a une différence. La pièce est devenue silencieuse. Le genre de silence qui a un poids. Ma mère s'est assise sur mon canapé, juste à l'endroit où se trouvaient ses coussins décoratifs, et pour la première fois, elle n'avait pas de script. Elle n'avait pas de pivot, de culpabilisation, ou de larmes stratégiques. Elle était juste assise là. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'enregistrement de la sonnette vidéo. Elle, marchant sur mon Porsche, utilisant une clé qu'elle n'était pas censée avoir, entrant chez moi. J'ai des caméras maintenant, maman. À l'intérieur et à l'extérieur, donc il n'y a aucune version de ceci où tu peux dire à Josiane ou à grand-mère que j'exagère. C'est toi, entrant dans ma maison sans permission pour la 2e fois en 2 mois. Elle a fixé l'écran. Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour toi. Alors la prochaine fois, demande-moi. Appelle-moi et dis, puis-je t'organiser une fête? Si je dis oui, organise-moi la meilleure fête que tu veux. Mais tu n'as pas à décider pour moi. Tu n'as pas à entrer dans ma maison sans invitation. Et tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires, celles d'Aurore, celles de n'importe qui, et d'appeler ça de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, maman. C'est du contrôle. Elle a pleuré alors. De vraies larmes, pas des larmes stratégiques. Je pouvais le dire parce qu'elle ne nous regardait pas pour voir si elle fonctionnait. Elle était juste assise sur mon canapé, pleurant, regardant ses mains. Et aussi difficile que ce soit à regarder, je ne suis pas revenu sur mes paroles. J'ai laissé la vérité s'installer là, car c'était nécessaire. Nous avons annulé la fête. J'ai appelé ma tante Josiane et je lui ai dit que c'était annulé. Et quand elle a commencé à argumenter, je lui ai parlé de la clé. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, je ne pensais pas que c'était si grave. J'ai dit, c'est ça le problème. Personne ne pense jamais que c'est grave jusqu'à ce que la personne à qui ça arrive le dise. Ma mère est partie ce jour-là sans beaucoup plus de conversation. Mon père l'a ramenée à la maison. Avant de partir, il m'a serré dans ses bras. Une vraie étreinte, pas la petite tape rapide sur le côté qu'il fait habituellement. Il a dit, je suis fier de toi, fiston.
J'aurais dû faire ça il y a 20 ans. C'était il y a 3 mois. Ma mère et moi nous parlons. Pas beaucoup et pas de sujets profonds, mais nous nous parlons. Elle a commencé à voir une thérapeute, ce que mon père m'a dit car elle ne l'admettrait jamais elle-même. Elle ne s'est pas encore excusée, pas en parole, mais elle a arrêté d'appeler 5 fois par semaine. Elle a arrêté d'envoyer des membres de la famille pour me faire pression. Et jeudi dernier, elle a appelé et a demandé si elle pouvait venir voir mon nouveau bureau au travail. Elle a demandé. Elle n'est pas arrivée à l'improviste. Elle n'a pas obtenu une copie de mon badge du voisin du cousin de quelqu'un. Elle a demandé. J'ai dit oui. Elle est venue, a regardé autour d'elle, m'a dit qu'elle était fière de moi, et quand elle est partie, elle n'a pas réarrangé une seule chose sur mon bureau. Aurore et moi sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. Elle a même donné à papa sa véritable adresse à Bordeaux, pas la boîte postale qu'elle utilisait depuis des années. Mon père m'envoie des textos maintenant. Des choses simples. Un article sur la pêche, une photo de Pompon que je lui avais envoyée et qu'il a apparemment enregistrée. Il ne va pas gagner de prix pour sa vulnérabilité émotionnelle, mais il essaie, et essayer, ça compte. Quant à moi, je vais bien. Vraiment bien. J'ai eu une augmentation dans mon nouveau poste. Bastien, Gaël et Émeric m'ont organisé une vraie fête d'anniversaire chez Bastien 3 semaines plus tard. Il n'y avait pas de bannière. Il n'y avait pas de fleurs. Gaël a encore brûlé les hamburgers. C'était parfait. J'ai toujours les caméras sur ma maison. Je les aurai probablement toujours. Et chaque fois que je franchis ma porte d'entrée, je vois les rideaux anthracites que j'ai choisis moi-même, le fauteuil moche que j'adore, et le bureau agencé exactement comme je le veux. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas impeccable. Ma mère aurait probablement des choses à redire, mais c'est à moi. Chaque centimètre carré m'appartient. Commentaire, je voulais partager avec vous à quel point cette histoire m'a fait réfléchir sur l'importance de poser des limites claires. C'est en respectant notre propre espace que nous apprenons à nous respecter vraiment. La guérison commence souvent par un soutien bienveillant et une thérapie honnête. Nous portons tous la responsabilité de choisir la paix dans nos relations. Je vous invite à réfléchir à vos propres limites et à oser les défendre avec calme. La véritable gentillesse s'exerce d'abord envers soi-même. Voir ce cheminement m'a rappelé que le changement positif naît toujours d'un choix personnel. Entourez-vous de personnes qui valorisent votre bien-être. Chaque jour est une occasion de construire une vie qui nous ressemble vraiment. Et vous, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour protéger votre sérénité intérieure? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.